Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour assister à ce 11e live qui est organisé sous l'égide des Mémentos du Krebs de Montpellier. Si vous souhaitez découvrir nos actualités, vous pouvez vous rendre sur le site internet où vous découvrirez les différentes actualités du moment, en particulier la formation en ligne que nous organiserons au mois de janvier. Vous y trouverez aussi la possibilité pour la première fois de télécharger gratuitement les Mémentos. Il y en a 11 ou même 13, je crois, 13. Et vous pouvez aussi trouver des liens pour voir les replays des lives précédents. Comme d'habitude, vous pouvez pour ce live poser des questions. On va y répondre en live aussi. Donc, avant d'attaquer, je vais présenter nos différents intervenants et je voudrais commencer par celui qui est le plus loin, qui est André Lachance, qui nous fait le plaisir de participer à ce live. Il est à Montréal, il est québécois et il est actuellement directeur de la performance humaine au Cirque du Soleil de Montréal. Il a été entraîneur national de baseball, chef d'équipe de l'équipe féminine du Canada et aussi de l'équipe masculine de l'équipe de France. Il est conférencier très renommé. Il est professeur à l'Université d'Ottawa et il est spécialisé, entre autres, sur l'expertise de la dynamique de groupe, du leadership. Notamment, il a coproduit et coécrit un livre qui s'appelle « Chimie d'équipe ». Merci encore de ta présence. Je voudrais enchaîner par Stéphanie Gros, qui, bonsoir Stéphanie, bonsoir. Qui est directrice de performance à la Fédération française de triathlon, qui a été entraîneur de triathlon au Pôle France de Montpellier. Notamment, tu as entraîné 7 ans Cassandre Beaugrand, championne olympique en 2024, et ancienne athlète de haut niveau aussi. Oui, exactement. Ben, je vais continuer par Louis, qui est directeur de la performance là, au taekwondo, à la Fédération française de taekwondo, qui a été aussi entraîneur de karaté, et tu as changé pour venir au taekwondo en cours de route, mais tu as participé à des championnats du monde en tant qu'entraîneur, en tant que directeur des équipes. Et tu es aussi un athlète de haut niveau ? Ancien. Ah oui, d'accord. Je vais continuer par là. Donc, Philippe Salas, qui est psychologue, qui est docteur en psychologie et qui est coordonnateur et qui assure le suivi des sportifs de haut niveau du Krebs depuis de nombreuses années. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Bon, ben, tu connais ce qui est un athlète de haut niveau en devenir, et puis aussi tu as accompagné aussi des équipes de France de karaté, je me rappelle. Voilà. Ben, je vais enchaîner par Wendy Faure. Bonsoir. Bonsoir, qui est responsable, comment on appelle ça, responsable régional de la haute performance d'Occitanie depuis le mois d'août. Oui, tout à fait. Et dans une petite vie antérieure, tu étais entraîneur national de boxe française. Oui, exactement. Et aussi athlète de haut niveau. Oui, il y a quelques années aussi. Quelques années, mais bien sûr. Et puis, je vais terminer par Julie Jean, qui assurera pour cette soirée la réception de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les faire parvenir à Julie et on va y répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est psychologue et aussi, rappelle-moi, qui est docteur en sciences du sport. C'est ça. Voilà, entre parenthèses. Et donc, voilà. Donc, nous allons commencer par poser une question à Stéphanie, puisque c'est elle qui a initié un peu ce thème. Et donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce thème ? À travers mon expérience d'entraîneur, je me suis souvent rendu compte qu'il pouvait y avoir un décalage entre ce que produisent les athlètes à l'entraînement et ce qu'ils sont capables de produire en course. Donc, voilà, dans la mesure où, quand on est entraîneur, on essaye au quotidien de donner les armes aux athlètes pour être performants le jour J. Quand il y a un décalage comme ça interroge. Ça interroge, oui. Et donc, voilà, donc à partir de là, moi, je me suis beaucoup
Je suis dans une discipline où finalement les conditions d'entraînement sont assez éloignées des conditions de compétition. Donc il a fallu en tant qu'entraîneur se creuser un peu la tête pour essayer de comprendre tout ça. Et puis autant la compétition est comment dire l'aboutissement d'un processus d'entraînement. Autant, quand on réfléchit à la programmation de l'entraînement, la compétition, c'est considéré comme le point de départ de la réflexion. Donc voilà, moi, en tant qu'entraîneur, je me suis beaucoup attachée à ça. Prendre cette compétition ce jour J comme le point de départ de ma réflexion en tant qu'entraîneur, de manière à ce que ça soit la conséquence de tout ce que j'aurais mis en place avec l'athlète pour l'aider à réaliser la meilleure performance possible le jour J. Ok. Donc on a bien compris, partir de la compétition pour ensuite construire et pas l'inverse. Voilà, c'est ça. Et alors, je vais passer tout de suite la parole à André. Et je voudrais, par rapport à ce qu'a dit Stéphanie, est-ce que tu peux évoquer pour toi, est-ce que ça évoque pour toi quelque chose? Ça, sûrement, ça résonne quelque part. Je vais déjà rebondir sur ce que Stéphanie vient de mentionner, puis je suis désolé. Bon, comme on dit, il n'y a personne de parfait. J'ai un accent différent. Je vais peut-être utiliser des mots que vous n'avez jamais entendu parler, mais c'est juste amusant. Mais ceci étant dit, si on part de la compétition, moi, je m'interroge depuis déjà plusieurs années, puis c'est l'accompagnement que je fais présentement avec le Comité olympique de la Norvège. A-t-on le bon système de compétition? A-t-on la bonne formule? A-t-on le bon système de pointage? Est-ce qu'on a tout en place pour nous permettre justement d'utiliser la compétition pour le bénéfice du développement des participants? Et je veux commencer avec ce principe-là qui, pour moi, est très, très, très important. De deux, avec les observations au cours des années, j'ai rarement vu des athlètes ou des équipes performer au-delà de ce qu'on produit lors de l'entraînement, évidemment. Donc, à partir de ce constat-là, il faut se poser des questions également sur ce qu'on fait à l'entraînement et le reflet que ça peut avoir au niveau de notre identité lorsqu'on arrive à la compétition. Donc, je veux commencer avec ces deux éléments-là. Donc, est-ce qu'on a le bon système de compétition? Et de deux, sur quoi on rebondit à la compétition, lors de la compétition, lorsque c'est un peu chaud. Souvent, je pense qu'on revient à nos habitudes, puis nos habitudes, c'est ce qu'on crée, c'est l'identité qu'on se crée à l'entraînement. OK. Donc, juste pour... Bon, j'ai bien compris le premier point, c'était comment agir sur, si on peut agir, parce que c'est pas si simple que ça, hein, sur les systèmes de compétition, de pointage, etc. Mais je vais me pencher plutôt sur le deuxième point, où tu dis sur quoi on rebondit et sur quoi on se rattache lors de la compétition, souvent sur des habitudes, souvent sur ce qu'on a fait à l'entraînement. Mais c'est justement quand même le thème du sujet. Et est-ce que, par rapport à ce qu'a dit Stéphanie, tu as aussi un référentiel qui est la compétition? Toi, c'était le baseball, mais maintenant avec le Cirque du Soleil, c'est sûrement les acrobaties que font les sportifs. Est-ce que toi, c'est la base qui te permet ensuite de construire le début et puis la suite de l'entraînement? Pour moi, il y a deux éléments importants dans ce que vous venez de mentionner. Donc, il y a l'élément de stabilité, puis il y a aussi l'élément de variabilité. Parce qu'évidemment, lorsqu'on arrive en compétition, les conditions sont instables. On va souvent voir des moments qu'on n'a peut-être jamais vus avant, surtout en sport collectif où ça change énormément. Donc, si à l'entraînement, tout est pareil, évidemment, on n'a aucune adaptation. Et si tout est chaotique, s'il y a trop de variabilité, bien, on n'a pas d'automatisation. Ce qui fait qu'il faut trouver la bonne balance, le bon équilibre entre ces deux éléments-là pour faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible de la réalité compétitive, que ce soit en sport collectif, que ce soit en sport individuel. Puis ça, bien, c'est le rôle d'un entraîneur de le faire. Par exemple, j'ai vu des entraîneurs de plongeon travailler la forme technique sous l'effet de la fatigue. Et vous savez qu'est-ce que ça fait lorsqu'on
on est fatigué. Lorsque le corps est fatigué, lorsque le cerveau est fatigué également, on doit porter attention encore plus pointu à nos gestes techniques, histoire de le répéter, surtout dans un sport artistique comme le plongeon, comme le cirque ici dans mon environnement de travail maintenant. Mais je me suis posé aussi la question au baseball, à savoir, est-ce qu'on entraîne lors des situations d'entraînement les moments où l'athlète va être en fatigue et où on va lui demander de quand même performer un geste technique qui est important. Puis on le voit également en baseball, après une course en défensive ou à l'offensive et où tu dois répéter tout de suite après, une fausse balle par exemple, etc. Est-ce qu'on recrée ces situations-là en entraînement? Puis malheureusement, je vois beaucoup d'entraîneurs qui ne le font jamais. Évidemment, lorsqu'on arrive en situation de compétition, si on n'a jamais vu quelque chose, c'est bien difficile de s'y adapter. OK. Donc j'ai bien compris, là, maintenant, la situation par rapport à recréer pendant l'entraînement des situations de compétition. Mais je voudrais revenir, et ça, on va y revenir, hein, n'aie crainte, André, mais je voudrais revenir sur est-ce que les collègues, vous avez à rebondir par rapport à ce qu'a dit Stéphanie et au début de ce qu'a dit André, par rapport à ce lien entre ce qui est attendu et ce qu'on met en place. Est-ce que vous avez des choses? Louis? Oui, pourquoi pas, je vais prendre la parole. Donc oui, alors le thème de partir de la compétition pour aller vers l'entraînement n'est pas forcément l'inverse d'ailleurs. Et pour revenir ensuite à la compétition, alors ça paraît si évident, malheureusement c'est pas si évident dans les environnements d'entraînement et de préparation. Moi je vais faire la différence entre la préparation et la réalisation de la compétition. Voilà, donc je pense déjà il faut préparer les athlètes non pas à faire une compétition comme on fait l'entraînement, c'est évident, mais plutôt réaliser la compétition comme elle sera le jour de la compétition. Ça veut dire qu'on prépare les athlètes à quelque chose qu'on ne connaît pas. On a beau dire qu'on connaît la compétition parce qu'on y est depuis 15 ans, 20 ans, je crois qu'on ne la connaît pas parce que chaque compétition est toujours différente. Dans chaque compétition, c'est quand même toujours un peu le bazar et puis un peu le bordel à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a une espèce de désordre, on peut arranger quand on arrive, puisque bon, les compétitions, dans chaque discipline, j'imagine, mais au moins dans les miennes que je connais, on arrive, on sait qu'il y a des temps de passage à peu près, des numéros, mais tout ça, c'est quand même, ça bouge et ça s'organise quand même malgré tout. Et ensuite, il y a l'affrontement, si on prend le karaté ou le taekwondo, donc avec l'adversaire. Et là pour le coup, on a beau avoir des plans tactiques en amont, on a beau le connaître, on a beau se connaître, il y a quand même un moment où lui, il est là pour contrarier mon plan et moi le sien. Donc il y a un moment, on sait qu'il va y avoir ce que j'appelle moi le bordel, mais c'est pas tout à fait négatif, hein, ce sont mes mots. Et que savoir reconnaître quand ça passe un peu du bazar un peu structuré et qu'on maîtrise à peu près, au bordel où l'adversaire il vient pour me désorganiser, on va dire comme ça. Et donc savoir reconnaître ça et s'y adapter immédiatement quand une solution soit vue, soit créée dans l'instant, parce que ça arrive aussi. Donc moi voilà comment je définis la compétition, comme un bazar qu'on essaie de maîtriser du mieux qu'on peut. Et si on ne s'entraîne pas en amont, non pas à avoir des solutions, mais si on ne s'entraîne pas à cette, je crois que ça a été dit, cette variabilité ou variation à un moment donné, ce petit chaos qui devient un gros chaos, ou alors qu'on récupère comme on peut, ça va être difficile de passer des grosses échéances, en tout cas face aux meilleurs. Donc cette capacité à s'adapter, non pas cette capacité à s'adapter à la situation, mais pas n'avoir peur en fait de cette situation, et que le désordre à un moment donné, quand il arrive, c'est tout à fait normal, et qu'on doit avoir confiance, ou en tout cas mettre les sportifs dans cette confiance à faire face à cette désorganisation ou ce petit bordel pour remettre de l'ordre en sa faveur. Alors, ça j'ai bien compris dans ta définition en fait et comment tu vois la compétition. Hein, je ne vais pas utiliser tes mots, mais je peux les utiliser. Mais alors, qu'est-ce que tu fais en amont, mais pas la veille de la course, en cours d'année, pour préparer à ça? C'est ça qui est intéressant, parce que tu peux pas dire, les gars, vous allez vous adapter au bordel, là, parce que pour s'adapter au bordel, je suppose qu'il faut faire quelque chose au mois de janvier, février, mars, même si la compète est en juillet, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pas janvier, février, mars pour juillet, c'est toute l'année, pendant toute la carrière, je pense. Bien sûr. C'est un fond, c'est un état d'esprit, justement, où on a plutôt tendance à avoir globalement des plans d'entraînement qui sont bien ficelés, on les fait à la virgule près, et en fait, on prépare quelqu'un à totalement l'inverse de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Vraiment, donc c'est déjà en amont. Je donne juste un exemple peut-être pour faire court. Je suis pourtant dans cette approche-là, mais
quand j'étais entraîneur à ce moment-là, il y a une athlète qui devient championne du monde 3 semaines après ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire que j'étais tombé dans un plan d'entraînement qui était hyper mécanique, hyper structuré et hyper sécurisant. Mais pas pour elle, pour moi. Et donc du coup, on est en stage, équipe de France, dimanche matin, on avait un entraînement, une séance individualisée. Elle m'appelle, elle me dit je ne peux pas le faire. Par contre, je veux te parler. Et donc elle me demande à changer ça complètement et faire que dans l'incertitude pendant 3 semaines. C'est-à-dire des combats, de l'opposition, c'est moi qui faisais l'adversaire. Et autres, écoute, je crois qu'elle avait raison d'abord de venir me parler. Pourtant, tout le temps, j'étais pas du tout dans ça. Je sais pas pourquoi je suis tombé. Je sais à peu près, mais finalement, elle a eu raison de toquer et elle savait ce qu'elle voulait. Et donc, du coup, ça, je sais pas si c'est pas évidemment que ça, mais je pense que c'est un bon exemple pour dire, Louis, ton truc bien propre, il est joli, mais c'est pas ce qui va m'arriver là-bas, quoi. Ok, là, on a bien compris le fait de se réajuster par rapport aux conditions et par rapport à ce. En même temps, tu as répondu aux besoins de la tête, mais en même temps, tu as répondu aux besoins de la compétition, puisqu'elle cherchait de l'adaptation, elle ne cherchait pas de la routine et de remettre en place des rituels. Ok. Wendy, tu as quelque chose à. Oui, alors nous en Savate Boxe Française, moi quand je suis arrivé sur le Centre national d'entraînement, ce qui était important pour moi c'était de partir d'analyse de l'activité, mais de l'analyse de l'activité non pas comme on a l'habitude de le faire par rapport au règlement, mais de la compétition. En partant de ce déterminant, c'est ce qui nous permet justement de comprendre qu'est-ce qui fait la différence en compétition. Et sur ces éléments-là, c'est de derrière les retraduire en période d'entraînement. Une fois qu'on est arrivé à établir les déterminants de la performance, on peut préparer l'athlète justement sur ces orientations-là pour que le jour J, il soit le plus près possible à répondre aux exigences vis-à-vis de l'adversaire. L'autre élément aussi, c'est à l'approche de la compétition, c'est de pouvoir justement aller analyser l'adversaire par l'analyse vidéo, ce qui nous permet justement de pouvoir identifier certaines récurrences dans les comportements de l'adversaire, parce que la Savate Boxe Française étant un sport d'affrontement direct, comme lui le disait, l'adversaire impacte sur nos stratégies. Et donc sur ces comportements-là, c'est de pouvoir l'armer pour qu'il puisse répondre aux déterminants de la performance, tout en étant capable et alerté surtout sur les aspects que qu'est-ce que l'adversaire va faire le jour J, quels sont ses coups et ses attaques typiques. Est-ce que par exemple nous en Savate Boxe Française, il va plus démarrer en poing, en pied, quand il démarre en pied, quels sont les coups qui arrivent le plus souvent, ce qui permet justement d'alerter l'athlète et de lui donner des comportements sur lesquels le jour J il se dit potentiellement quand ces coups-là arrivent, j'ai plus de chances d'avoir d'autres coups qui vont arriver. Et donc du coup d'être, on va dire, dans une anticipation pour pouvoir justement répondre aux attaques adverses. Donc tous ces comportements-là, pour nous, sont importants. Et après, il y a une variable aussi qui rentre en ligne de compte, comme le disait Louis, c'est l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, quand il arrive le jour de la compétition, des fois, dans les comportements, dans les attitudes vis-à-vis de l'adversaire, il ne répond pas comme on avait prévu. C'est pour ça que c'est important de toujours avoir différents plans, justement, et pas se focaliser sur un seul pour que justement il puisse s'adapter à l'adversaire. Ok. Donc on a bien compris que, et ça c'est peut-être propre aussi au sport de combat, mais pas que, puisque dans les sports co, on sait comment, quel système va être mis en place par l'adversaire, on essaye de s'adapter. Des fois, au dernier moment, l'entraîneur change le système pour justement surprendre et il faut faire face et savoir s'adapter. Est-ce qu'il y a, Julie, est-ce qu'il y a des questions qui poindraient dès à présent ou pas? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, donc vous pouvez poser vos questions, on est là pour y répondre. Est-ce que Philippe, tu aurais déjà un éclairage ou pas encore, ou sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que tu as quelque chose qui va nous éclairer? Je sais pas si ça va vous éclairer, mais il y a un fantasme de beaucoup d'entraîneurs qui consiste à vouloir tout maîtriser pour justement anticiper ce qui pourrait se passer en compétition. Or, par définition, Louis tout à l'heure en a un petit peu parlé, par définition, la compétition, c'est le rapport à l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, la préparation d'avant-compétition, elle a forcément ses limites. Et après, c'est toute la difficulté pour chaque entraîneur, en fonction de ce qu'il est, pour les sportifs, d'arriver jusqu'à voir où est-ce qu'elle est cette limite dans la préparation, dans l'automatisation des gestes, dans la préparation physique, technique et autres, pour se préparer à l'inconnu.
Et ça, c'est une vraie question qui est presque une contradiction. Comment on fait pour se préparer à l'inconnu? Parce que se préparer à l'inconnu, ça voudrait dire qu'on connaît comment on fait pour aller dans l'inconnu. Alors, par définition, on ne sait pas. Hein, c'est comme si je vous dis, dans 10 minutes, je vais être spontané. Je ne crois pas que je vais y être. Hein, on ne peut pas anticiper. Donc, là, on en débat, on en discute. Hein, mais comment on fait pour se préparer à l'inconnu une fois qu'on a fait tout notre travail? Tous les coachs ont fait leur travail de préparation. Mais c'est toute la question qui demeure. Hein. Et c'est intéressant ce que disait Louis tout à l'heure, parce que justement, il a réussi, en écoutant la sportive, à aller un petit peu dans l'inconnu, parce que c'était pas forcément quelque chose qui, lui, le rassurait. Hein, mais il a été dans le discours de l'autre, et ça lui a permis, en effet, peut-être à l'athlète de bien se rassurer, quoi. D'accord. Donc, se préparer à l'inconnu, mais ceci dit, le corpus qu'on fait pendant, je répète, toute l'année, c'est bien pour aller se préparer. Alors là, si on prend par secteur, je sais que certains n'aiment pas, mais le physiologique, le mental, le technique, le technico, bon, on construit quand même une base pour faire face. Parce que si on y va en se disant « je vais m'adapter les mains dans les poches, c'est sûr qu'on va prendre un carton ». Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place. Plus on va s'approcher de la compétition, plus, et là on commence à l'entendre, hein, s'adapter à l'adversaire, voilà, et la combattante là, elle disait mais moi il faut que tu fasses travailler l'adaptation, et donc là peut-être qu'on va se rapprocher, hein, si vous voulez bien, de la compétition, toujours dans cet aspect de faire face à l'inconnu, faire face à ce qui peut nous arriver, et là Stéphanie, je voudrais revenir vers toi. Comment ça se passe en triathlon? Il y a des déplacements, on se pointe une semaine avant, et voilà, il faut faire face à ce qui va y arriver. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que en triathlon, on est amené à se déplacer. Voilà, quand on commence à être sur le circuit international, quelle que soit la catégorie d'âge, voilà, on vit les voyages, on vit les décalages horaires. Et c'est là où, en fait, moi, j'ai observé encore dernièrement des grosses différences entre les athlètes qui cherchent à se rassurer dans une programmation à J-3 de l'événement, J-4, la séance spécifique à faire, qui va être la garantie de la bonne forme le jour J, et d'autres athlètes un peu plus expérimentés qui, eux, vont davantage envisager le contexte, c'est-à-dire un voyage long, en avion, un décalage horaire, et prioriser la récupération voilà, à partir du moment où on arrive sur place, plutôt que la séance clé qui d'habitude est faite dans d'autres conditions et avec un autre niveau de fraîcheur. Voilà, donc ça c'est typique, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre, sortir de ses routines, sortir de ces séances qui rassurent et être capable de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter son corps, son ressenti avant toute chose. D'accord. Donc ça demande quand même de l'expérience, parce que là, ceux qui ont de l'expérience ont dit je ne vais pas faire dérouler mes plans habituel, quoi. Mais ceci dit, ça rassure quand même de dérouler, et on sait que dans des bonnes conditions, dans les conditions normales, il y a des rituels. À J-4, je fais ma séance intensité. À J-3, je récupère. À J-2, je fais juste des petites intensités brèves pour pas perdre le rythme. Enfin, il y a plein de rituels de ce type qui sont quand même, quand tout va bien, peut-être intéressants à développer. Tout à fait, et qui sont rassurants pour l'athlète et pour l'entraîneur. Aussi. Et en fait, c'est là le rôle de personnes un peu plus expérimentées, c'est d'accompagner les entraîneurs et les athlètes vers cette adaptabilité, parce que voilà, quand on fait 3 heures de voiture pour se rendre sur une course, c'est pas la même chose que quand on fait 27 heures d'avion et puis qu'on doit absorber 7 heures de décalage horaire. Bon. J'ai bien saisi. Et entre parenthèses, j'insiste à chaque live, mais ce que l'on dit là, on parle effectivement de l'athlète de très haut niveau, mais le petit cadet qui s'est fait 8 heures de voiture avec les genoux comme ça dans le transport en commun, mais il faut en tenir aussi compte. C'est exactement pareil. Oui, il y a ça aussi. Les jeunes, ils ont souvent leur championnat de France au même moment que les épreuves du baccalauréat.
Bon, bah, forcément, à l'entraînement, quand un jeune a eu plusieurs épreuves à passer dans la semaine, même si on est dans la semaine de développement spécifique, bah, faudra pas mettre les mêmes contenus parce que forcément, le jeune sera impacté par ces examens et il faudra avoir le recul et le courage, j'ai envie de dire, de le solliciter un petit peu moins pour que voilà, il y ait une balance qui soit faite entre l'énergie qu'il aura mis sur ses examens, le passage de ses examens, et puis ce qu'il devra faire à l'entraînement pour maintenir un niveau de sollicitation correct en prévision de l'objectif. D'accord. Moi, je vais me tourner vers André. Est-ce qu'André, est-ce que là, ce que tu entends là, est-ce que ça résonne aussi chez toi là, par rapport au baseball, par rapport au Cirque du Soleil? Tout à fait. Puis je veux faire un parallèle, on ne l'a pas évoqué encore, mais le mot confiance. La confiance qu'on va développer en situation d'entraînement, qu'on va traîner avec nous en situation compétitive. Puis pour moi, c'est probablement un des éléments qui est le moins mis de l'avant par les entraîneurs. Je vous donne quelques exemples. J'ai entendu des équipes, des athlètes qui étaient à une compétition et suite à une défaite, mentionnent par la suite que la raison de la défaite, c'est que le fait qu'ils n'avaient jamais pratiqué ou joué de match en soirée alors que la compétition est en soirée. Puis je me dis, comment c'est possible que l'entraîneur n'a pas varié les moments de la journée en entraînement pour ne pas créer de surprise en compétition? Comment c'est possible encore aujourd'hui? Certains, lorsqu'on parle de confiance, ça devient important également d'individualiser son approche aussi. Puis je vous partage quelques observations qu'on a fait ici au Cirque, à savoir, on a fait un sondage sur la confiance et surtout comment que les artistes vont puiser leur confiance. Et on s'est rendu compte que 80% des artistes, puis c'est la même chose en sport également, suite à une corrélation qui a été faite, 80% des artistes vont puiser la confiance dans eux-mêmes et dans les personnes autour d'eux. Donc, les personnes autour d'eux, l'entraîneur, le préparateur physique, le préparateur mental, etc. Habituellement, on aime beaucoup ces athlètes-là, ces artistes-là, parce que ça se passe quand même assez bien. Il reste un 20% qu'eux vont puiser leur confiance dans eux-mêmes, mais vont complètement mettre de côté les autres personnes autour d'eux. Et souvent, ces personnes-là, on les aime un peu moins. Par contre, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est nous, comme intervenants, qui ne savons pas comment intervenir ou comment diriger ces athlètes-là qui sont plus dans le 20%. Ceci étant dit, donc si on part du principe que la confiance est importante, qu'est-ce qu'on fait en situation d'entraînement pour mousser cette confiance-là? Bien, pour moi, il y a 4 éléments. Est-ce qu'on inclut des éléments de pression? Est-ce qu'on inclut des éléments d'incertitude? Est-ce qu'on inclut des éléments de résilience? Et également de décisions qui sont rapides. Et ça, c'est notre rôle comme entraîneur d'inclure ces 4 éléments-là à l'intérieur de nos séances d'entraînement si on veut bâtir la confiance qui va être transférée ensuite au système de compétition. Est-ce que tu pourrais revisiter là, les 4 points que tu as évoqués? Oui, là? tout à fait. Donc, vas-y. Donc, la pression. La pression. La pression, par exemple, je donne un exemple au cirque. La pression, c'est, on a des membres de notre famille qui sont dans la salle, on a des membres des médias, c'est la pommière médiatique. On a la royauté, si on performe à Londres, par exemple, qui sont parmi les invités. C'est une pression supplémentaire. Même chose en sport, vous pouvez faire le parallèle, je suis certain. L'incertitude de nouveaux coéquipiers, l'incertitude de décisions qui vont être prises que je ne suis pas vraiment certain de ce qui va arriver, l'incertitude d'une nouvelle musique, etc., qui peut s'inclure dans notre réalité ici. La résilience, c'est comment qu'on va réagir suite à un petit obstacle qui va se présenter à nous pendant la compétition. Est-ce que je mets tout en place en situation d'entraînement pour nous permettre de devenir meilleurs en résilience, de devenir meilleurs à rebondir suite à l'adversité qui va arriver pendant la réalité compétitive. Puis également, lorsqu'on est en compétition, la capacité de prendre des décisions rapides devient un élément très, très, très important également. Donc, qu'est-ce qu'on met en place en situation d'entraînement pour améliorer cet aspect-là du jeu également? Donc, pour moi, ces 4 éléments-là qui sont hyper importants.
que je me suis toujours, moi personnellement, toujours mis de l'avant pour faire en sorte que ça soit inclus à l'intérieur de toutes mes pratiques. OK. On a bien compris. Oui, il y a une question? Oui. Vas-y. Justement, il y a une question qui est à trop vouloir prévoir l'imprévu, ne risque-t-on pas de se perdre? Et donc ça, justement, par rapport à ce qui vient d'être présenté, c'est intéressant. Comment André et les autres, vous pouvez répondre à cette question-là? Donc, si je reprécise, c'est à force de trop prévoir de choses, on risque de perdre la ligne. À trop vouloir prévoir l'imprévu, ne D'accord. risque-t-on pas de se perdre? OK. Et je peux peut-être rebondir Ouais. rapidement. Vas-y. Moi, je me suis toujours amusé, sans vraiment que mes athlètes le sachent à travers le temps, de créer des situations d'imprévus, très artificielles. Par exemple, on arrive à la séance d'entraînement, puis la porte est barrée, puis il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Et là, de voir la réaction des athlètes m'en dit beaucoup sur leur capacité à s'adapter lors d'une compétition. Évidemment, la porte éventuellement va s'ouvrir, mais d'observer son groupe, que ce soit en sport collectif ou individuel, lors de situations comme celle-là, va vous en dire beaucoup. Puis il y a plein de façons de faire pour l'inclure en situation d'entraînement, pour faire en sorte justement de bien connaître qui est dans votre village, comment ces athlètes-là vont réagir suite à de l'imprévu. Et pour moi, ça fait partie de notre travail comme entraîneur de faire ça. OK. Tu as bien saisi là. Donc c'est un champ que je voudrais aborder un peu plus tardivement. Mais là, déjà, répondons. Mais tu as répondu déjà, mais répondons s'il y a d'autres réponses possibles à ne pas se perdre à force de préparer trop de choses dans l'imprévu. Ouais. Par rapport à ça, déjà dans la question, je pense que on ne prévoit pas trop l'imprévu. En fait, je pense qu'on prévoit juste de s'adapter, laisser venir l'imprévu et faire avec. Je pense qu'elle est là la clé. On prévoit pas. Enfin, moi, je prévois rien pour l'imprévu. Je laisse plutôt venir l'imprévu. J'annonce aux athlètes que de toute façon, il y aura beaucoup d'imprévus, que tout ce qu'on a fait en amont, c'est une espèce de boîte à outils qu'on aura et que dans l'imprévu, on ira piocher très rapidement parce qu'il y a une réalité, ça a été dit, de réagir très vite dans la situation. Et moi, je crois beaucoup en ça. Laisser venir la situation, reconnaître une situation très vite et très vite y amener une réponse. Mais est-ce que toi, tu crées dans ta situation d'entraînement des situations justement qui ne sont pas habituelles? C'est ça que tu veux dire? Oui. Tout à fait. Mais en fait, on n'est jamais trop dans ça, puisque de toute façon, la compétition, puisqu'on revient au thème, si on analyse bien la compétition, c'est de toute façon quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, d'une compétition à l'autre, c'est pareil. Oui, mais à l'entraînement. Oui, je vais y arriver. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas tout à fait pareil. C'est similaire. Et il y a une vraie différence, en fait. Chaque compétition, elles paraissent identiques, mais pas du tout. Et dans l'instant et dans la situation, on doit s'adapter à ce fameux imprévu. Alors, je rebondis un peu ou je poursuis un peu ce qui a été dit. Dans les situations d'entraînement, si on fait des répétitions, non pas techniques, mais technico-tactiques, des situations d'enjeu à peu importe, début, fin de match, je mène, je perds. En fait, à un moment donné, créer des situations artificielles, on lance un combat pendant 2 minutes, d'un coup on dit stop, on joue l'arbitre plutôt foireux, on donne, alors que rouge il gagne, d'un coup on dit tu perds de 3 points, très vite, alors ça commence à râler, et au fur et à mesure, ils prennent ça comme un jeu, c'est pas un problème, et ils essayent de revenir au score, et ça les déstabilise plus du tout, par exemple, ce genre de situation-là. Et ça, en fait, je pense ça, on peut le répéter à foison, je pense que ça, c'est jamais trop, au contraire, d'après moi. Philippe, tu avais un... Oui, la question, comme elle est posée, est-ce qu'on peut... Vas-y, tu peux la redire précisément? À trop vouloir prévoir l'imprévu, ne risque-t-on pas de se perdre? Je pense que si, bien sûr, puisque déjà, on ne peut pas tout prévoir. Donc, il me semble qu'il y a un dosage à essayer d'anticiper ce qui est prévisible dans des contraintes externes, donc l'adversaire, le vent sur une compétition, sur la pluie, enfin toutes les choses que l'on ne contrôle pas mais qu'on peut essayer éventuellement d'anticiper. Mais il y a un certain nombre, déjà dans les contraintes externes, ça a été dit, il y a l'adversaire, des fois il peut proposer quelque chose qui n'avait pas été prévu, donc on peut être surpris. Mais à côté des contraintes externes, il y a toutes les contraintes internes au sujet. Ce qui fait que quelqu'un peut avoir tout anticipé, pense-t-il, dans ce qui peut lui arriver. Quelqu'un peut être très décontracté en général, et ce jour-là, il ne sait pas pourquoi, il est stressé.
peut-être qu'il n'a pas dormi, peut-être qu'il s'est engueulé avec son copain ou sa copine. Et il y a quelque chose intérieurement, et ça, ce qui peut arriver intérieurement, justement, on ne peut pas l'anticiper. Puisque comme on n'est pas des machines, il y a ces contraintes-là avec lesquelles on a affaire. Donc il y a des choses à anticiper, un maximum, ou beaucoup peut-être, tout en laissant une place à de l'inconnu qui peut venir de l'extérieur, mais qui peut venir aussi de l'intérieur du sujet. D'accord. Donc là, apparaît un nouveau, une prise en compte de ce que vit de l'intérieur l'athlète. Hein, les contraintes internes. Les contraintes internes. Okay. Entre parenthèses, je voudrais parler à nos techniciens. Je voudrais que vous prépariez dans un petit moment la vidéo, mais je vais donner la parole à Wendy. Oui, sur ces aspects-là, en fait, on a un peu deux temps qui s'enchaînent. Le premier temps de l'entraînement, qui est l'objectif où on cherche à préparer l'athlète à tous ces moments d'incertitude, en mettant en place des situations de plus en plus complexes sur l'aspect tactique, où là, on est vraiment dans une phase où nous, on cherche continuellement à le faire évoluer selon un continuum, pour faire en sorte qu'il puisse être en capacité de répondre à différentes problématiques posées par l'adversaire. Et après, on a l'instant T, en fait, la gestion de la compétition, où là, on est dans l'instant présent. Et l'objectif, c'est que l'athlète soit en capacité de répondre à cet instant-là, non pas à des situations qui seraient imprévues, mais c'est de se dire, lui, par rapport à ce que l'adversaire lui propose, qu'est-ce que je mets en place pour répondre à ce qui est proposé. Et là, c'est un peu cette situation-là où... il n'y a pas longtemps, il y a une question justement qui avait été posée à Hugo Mola sur cette thématique-là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de micro au bord du terrain ? Il dit parce que moi j'ai besoin d'être dans l'instant présent. Et c'est un peu ces deux phases-là qui sont à l'entraînement, on cherche à préparer, à trouver des solutions. Par contre, le jour de la compétition, on est dans l'instant présent pour essayer de réagir justement à ces situations. C'est un peu deux temporalités, deux façons d'aborder l'inconnu, qui nous permet quand même de se dire le jour de la compétition, on ne se perd pas, on est dans l'instant présent. Je voudrais là, si on peut, les techniciens, merci Olivier, merci Yves, est-ce que vous pourriez mettre la vidéo qui va nous permettre en même temps d'imager et on rebondira par rapport à ces deux moments préparés à l'entraînement et je repréciserai ensuite le contexte de cette vidéo, mais si tu peux la... Je crois que dans notre activité, peut-être plus que dans d'autres activités, ce qui doit faire la différence, c'est la capacité d'ouverture, la capacité à faire partie de l'environnement, à faire partie de la course, à être juste et présent dans l'instant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce que je fais, c'est de savoir comment je vais gérer la minute qui précède le départ, que je vais être attaché au départ, qui restera moins d'une minute, et où là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et donc ce mélange, cet instant, c'est un mélange d'envie, d'engagement, de détermination importante parce qu'il faut avoir la niaque pour y aller et il faut être un peu agressif par rapport à ça. Mais aussi un moment où il faut rester serein, où il faut rester calme, où il faut rester ouvert. Il ne s'agit pas à ce moment-là de fermer les yeux, de se dire allez, je vais forcer comme une mule et ça va aller jusqu'en bas. Parce que rien n'est fait, même si la préparation elle a été très bonne, même si l'échauffement a été très bon, rien n'est encore fait. Et il va falloir accepter de rester ouvert, de rester lucide jusqu'en bas pour être intelligent par rapport à la course et peut-être même s'adapter, improviser parce que ce qui est prévu dans le projet, ça va peut-être pas se passer exactement comme prévu. Et donc je trouve qu'à cet instant-là, mentalement, ça boue, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses. Et donc c'est ça qui m'interpelle et qui m'intrigue, c'est-à-dire que je trouve qu'on a une complexité cérébrale qui fait que c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire. Ok. Bien, je vais juste repréciser le cadre de cette vidéo. Vous avez reconnu Tony Estanguet. Le cadre, c'est l'année 2012, où c'est l'année où il devient pour la 3e fois champion olympique. Mais lors de cette vidéo, c'est au mois de juin, donc 3 mois avant les Jeux olympiques, et il se projette, vous l'avez compris, dans ce qui va se passer
lors de la finale des Jeux. Juste pour préciser, pour être correct par rapport au caméraman et puis à ce petit film, cette séquence est tirée d'un DVD de l'ouvrage de Tony qui s'appelle Une histoire d'équilibre et qui a été produit par les éditions Outdoor. Donc ce qu'on a bien compris là par rapport à son discours, ce qui nous intéresse, c'est que c'est presque la fin de la séquence où il aborde le fait que, vous vous rappelez ces termes, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire. Donc c'est exactement ce que vous venez tous de dire. Et il dit là, lorsqu'il est sur le tapis roulant, rien n'est fait, même si la préparation a été nickel, même si tout s'aligne bien, il s'est préparé le mieux possible, mais il peut y avoir, et il dit même, il va falloir peut-être s'adapter, il va falloir peut-être réinventer sa trajectoire, parce qu'il a défini sa trajectoire. Et donc c'est bien ça, en fait, il faut qu'à l'entraînement, on ait un corpus qui puisse répondre, on l'a bien compris, aux conditions de compétition, mais la condition de compétition, elle est singulière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Cependant, il faut se préparer à cette situation-là et se préparer à savoir s'adapter, peut-être, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Louis. Bon, alors, je pense qu'on peut aussi faire une différence par rapport à des sports, on va dire, plus de forme, plus l'adversaire est en face, plus on est dans notre couloir. Enfin bon, je pense que là, il y a peut-être sûrement des différences. Les sports co, où on en parlait tout à l'heure. Et en triathlon, est-ce que tu peux... comment on prépare l'adaptation? Tu parlais, parce qu'on voulait montrer des choses en triathlon où vous entraînez en piscine, où vous êtes dans un couloir, et puis quand on voit la bagarre que c'est au départ des Jeux de Paris, là, sous le pont Alexandre III, c'est monstrueux, quoi. On voit que ça shoot de partout. Voilà, c'est flagrant, ça. Oui, je pense que, comme je le disais au début, on a la particularité d'être dans un sport où les conditions d'entraînement sont assez éloignées des conditions de course. Déjà au niveau de la logistique, c'est-à-dire que ça s'entraîne généralement en piscine. Dès que les beaux jours arrivent, on en profite pour aller en milieu plus ouvert. Mais il y a jamais, en fait, l'adversité qu'il peut y avoir en compétition quand il y a 55 athlètes alignés sur un ponton de départ pour aller chercher une bouée à 300 mètres. Voilà, c'est difficile de reproduire à l'exact ce qui se passe là. Après, ce qu'on recherche à l'entraînement, c'est ce qu'on entraîne les athlètes à faire, c'est à s'adapter, à trouver des solutions, à être capable de lire la situation. Et puis, on essaye avec quelques ingrédients d'ajouter un peu de stress, d'ajouter, des événements un peu inconnus, un peu spontanés, pour les obliger à s'adapter. Parce que nous aussi, il faut savoir que déjà, c'est un sport extérieur, donc on est soumis aux conditions météo. En fonction des conditions météo, les formats de course peuvent être modifiés. Donc, il faut une adaptabilité énorme si on veut, déjà, avant même le départ, prendre l'ascendant sur l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être complètement démobilisés par ces changements, et puis ceux qui vont être capables de faire face et puis de prendre le départ et de s'engager à 100%. Enfin, c'est sûr que ce départ-là, qui est impressionnant, ça me fait penser au départ en VTT cross-country, où il y a 300 gars qui partent et il y a un goulet qui se situe à des fois 200 mètres, et entre-temps, il y a des gens qui tombent et tout, et ça, reproduire ça à l'entraînement, les 300, on ne peut pas les avoir, quoi. Et donc, préparer, malgré tout, cette bagarre, parce que c'est une bagarre, c'est ça où quand la finesse de l'entraîneur va permettre de, peut-être avec des brides, essayer de mettre en place ces situations de fight, de combat. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnalités qui acceptent moins ce fight-là de départ, quoi. Bon, c'est un peu particulier, hein, mais ces départs de masse, là, c'est vraiment impressionnant. Et après, ça, bien sûr, ça se décante, quoi. Mais des fois, la course se joue là.
Oui, la course peut se perdre en natation, en triathlon. Oui. Elle se gagne souvent à pied, mais elle peut se perdre en natation. D'accord. Là, je vais repasser la parole à notre Québécois là-bas. Parce que tu es le seul en sport co. Les autres sports de combat, bon, il y a Philippe qui a travaillé souvent avec le handball, mais est-ce que tu peux nous donner un peu un éclairage sport co là, parce que c'est pareil, là, on s'adapte, on sait comment va jouer l'adversaire, mais on aura une question après. Oui, c'est maintenant. Alors attends un peu, André. Non, et puis aussi, de fait, quelle différence entre le Cirque du Soleil, habileté plutôt fermée, et puis le sport et le co. sport co. D'accord, mais là, tu es bien placé pour cette question qu'on a reçue via Julie. Merci, Julie. Vous savez que ce soit en sport collectif, que ce soit en sport artistique, en discipline artistique comme la mienne, moi, ce que j'ai remarqué à travers le temps, c'est oui, on peut parler d'adaptabilité en situation de compétition ou dans mon cas, en situation de performance sur scène, devant le public, évidemment, c'est des réalités différentes. Quand les choses sont un petit peu plus chaudes, quand la situation est chaude un peu, chaque artiste, chaque athlète aura comme habitude de rebondir vers ses forces. C'est naturel. Donc, quand c'est chaud, on rebondit sur nos forces, que ce soit dans n'importe quel milieu. Ceci étant dit, il faut également se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on fait en situation d'entraînement pour travailler les forces. Parce qu'on a tendance, comme entraîneur, et j'ai vu plusieurs entraîneurs, oui, on aime s'attaquer aux faiblesses, augmenter la qualité de nos faiblesses, si je peux m'exprimer ainsi, de sorte que ça devienne moins apparent, cette faiblesse-là. Mais qu'en est-il de nos forces? Est-ce qu'on continue de travailler nos forces? Est-ce qu'on continue de travailler ce qui me rend unique comme artiste, comme athlète? Ce qui fait que lorsque c'est chaud en compétition et que naturellement je me rabats sur mes forces, bien, mes forces sont toujours à un niveau convenable, un niveau vraiment qui me démarque des autres participants autour de moi. Et ceci étant dit, c'est une approche évidemment un petit peu plus positive que je vous apporte là, que de seulement travailler sur, oui, c'est bien de travailler l'adaptabilité, mais il faut aussi travailler sur ce qui nous rend différents et avec les forces qui arrivent. Et je peux en arriver également à ça en ajoutant quelque chose également, c'est que l'approche d'intervention des entraîneurs doit évidemment évoluer. Et malheureusement, je vois encore beaucoup trop d'entraîneurs, beaucoup trop intervenir à l'entraînement, ce qui fait que l'athlète n'est plus capable de penser par lui-même ou par elle-même. Et pour moi, ben, travailler par questionnement fait une grande différence. Puis c'est beaucoup ça ici qu'on met de l'avant. J'ai quelqu'un posé la question par rapport au cirque. On amène vraiment l'idée de l'autonomie au centre de ce qu'on fait, où l'athlète, l'artiste va être en position d'autonomie par une guidance, par un support, axé beaucoup sur le questionnement versus une intervention qui est toujours très ciblée. Et où l'erreur également est permise et où l'erreur est dédramatisée, ce qui vient également se rapprocher de la situation compétitive. Donc, je suis un peu éparpillé dans ce que je vous dis, mais je ne voulais rien oublier, histoire de partager tout ce que j'avais à vous dire. Juste, sûrement tu vas rebondir là-dessus, mais le premier point par rapport à travailler les faiblesses plutôt que d'insister sur les points forts, on va dire les Français, les entraîneurs français, plutôt les Latins, on est très fort là-dedans. Très fort. Et j'ai remarqué aussi, puisque j'accompagne dans différents sports, on est tout le temps en train de corriger le petit doigt qui ne va pas bien, même si toute la prestation, elle était bonne. Alors, bien sûr, on essaye de se départir de ça, et puis tous les entraîneurs, on essaye de les sensibiliser à ça, mais le latin, je ne sais pas si c'est le latin, mais on a tendance à aller voir le petit truc qui ne va pas et puis mettre de côté la chose qui est super bien faite, quoi. Ouais, c'est super, mais alors, ouais, d'accord. Dès qu'on commence comme ça... Bon, excuse-moi Philippe, je t'ai coupé. Non, mais c'est intéressant, ça, ce que dit André, là, ce que tu dis aussi. Là, un travail que j'avais fait avec des basketteurs, l'entraîneur me disait que, notamment pour des meneurs de jeu, donc les meneurs de jeu, les très bons savent mener des deux mains, donc ils savent monter le ballon des deux mains. Et il me disait que dans des moments très compliqués, un peu chauds, de tension notamment dans le money time, donc à la fin du match, il y avait certains
qui avaient tendance justement à vouloir remonter le ballon avec leurs mains fortes. Même s'ils savent mener des deux mains, ils ont toujours une des deux mains qui est dominante. Et des fois, ils montaient la main avec leurs mains fortes alors que ce n'était pas adapté à la situation. Et donc, pour travailler ça, on a mis en place un système, c'est-à-dire que leurs mains fortes, on a mis un gant de boxe, de manière à ce qu'ils puissent plus se servir de leurs mains. Et donc, on a recréé des conditions à l'entraînement, de fin de match, de façon à ce que le meneur de jeu ne puisse monter la balle qu'avec sa main, qui est soi-disant la plus faible, pour justement essayer de le faire un peu travailler, pour qu'éventuellement il puisse peut-être reproduire ça le moment venu, donc en compétition. Voilà, donc travailler sur les points forts ou les points faibles, c'est une vraie question, c'est un vrai axe de travail avant, donc à l'entraînement, dans des situations près qu'on retrouve à l'entraînement, en compétition, quoi. Mais là, il y a plusieurs philosophies. On le voit au tennis. Il y en a qui préfèrent travailler que le coup fort, et il y en a qui préfèrent travailler le coup faible. D'accord. Wendy ? Oui. Sur ces aspects-là, justement, moi, par rapport pour revenir au point qui était évoqué tout à l'heure sur la confiance, moi, sur l'approche, quand j'avais une athlète, elle boxait, c'était sur 5 reprises de 2 minutes. Systématiquement, j'essayais parce qu'elle avait tendance à partir très fort, de lui dire on va temporiser un petit peu pour que tu puisses partir un peu plus fort sur la fin. Et puis, à un moment donné, c'est de me dire, je suis là pour l'accompagner. Après tout, si elle veut partir fort, partons fort. Et ce qui veut dire que, après, sur les game plans, ce qui est important, c'est se positionner plutôt en accompagnateur de la performance vis-à-vis de l'athlète. Et dans cette situation, moi, je me suis retrouvé à avoir une athlète qui me dit, moi, je veux partir, lâche-moi. OK, pendant 30 secondes, je lui dis, tu montes sur le ring, tu pars, t'es libre. Et en fait, elle arrivait à produire une telle liberté durant ces 30 secondes qu'après, le match était lancé. Alors que si on veut tout de suite chercher à imposer sa patte, de dire la stratégie, c'est plutôt celle-ci, et en fait, on verrouille l'athlète et ça arrive que des fois, on l'a verrouillée pour tout le match et elle n'arrive pas à se libérer. Et sur ce travail, moi, j'avais fait une analyse sur les combats pour comprendre un petit peu les dynamiques des reprises, tant en intensité qu'en termes de variété de coups au cours d'une reprise, au cours des différentes reprises, ce qui m'avait permis de construire un tableau justement pour pouvoir préparer les athlètes à différentes situations de reprise. Et au départ, j'étais plutôt après avoir analysé les adversaires imposés, et après je me suis dit, mais après tout, je vais demander à l'athlète comment lui il veut boxer. Et il y a des athlètes qui me disaient, moi, mon match, par rapport à ce qui se passe, j'aimerais le démarrer avec une reprise à telle intensité, une autre à telle intensité, relâcher à la 3e reprise et repartir. Et je pense que quand, à l'approche de la compétition, on se met plutôt dans un rôle de dire je t'accompagne dans ta perf, quelle perf tu veux faire et comment tu veux la construire, on arrive à mettre l'athlète dans une confiance supérieure qui fait qu'en fait, on a des prestations qui sont autres le jour de la compétition. Et ça, c'est important de se positionner comme ça, je pense. On retrouve là le fait de laisser un peu plus d'autonomie, ce que disait André tout à l'heure dans son 5e ou 6e point. Et c'est aussi, ça demande aussi un certain niveau d'expertise, mais peut-être qu'aussi pour les plus jeunes, travailler cette autonomie, ça peut aussi faire travailler chez eux et développer chez eux cette capacité à s'adapter plutôt que de leur faire dérouler des plans stricts. Un point qui est, je trouve pour moi, le plus difficile à l'entraînement, c'est la notion de créativité. Comment faire en sorte que l'athlète puisse arriver à créer sa créativité. Nous, dans un sport qui est d'opposition, de contact, en plus avec recherche du chaos, où on a tendance, en étant pris dans le stress, à retomber, comme c'est évoqué tout à l'heure, sur ses points forts et sur ses fondamentaux. Mais comment arriver sur ces moments-là à sortir un petit peu et donner les coups, en fait, où personne ne s'y attend à ce moment-là, et c'est ce qui permet justement de faire la différence. Ok. Ça nécessite, ce que dit Wendy, là, de suivre l'athlète dans sa demande, que l'entraîneur soit suffisamment en confiance lui-même pour lâcher son sportif. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont beaucoup de mal avec ça. Ça fait un petit peu partie des 20% dont André parlait tout à l'heure, qui ont besoin de faire avec ce qu'eux ils pensent. Et c'est pas facile des fois pour des entraîneurs de lâcher les athlètes. Là. Il y a une... Merci Philippe pour compléter. Pour rebondir.
directement. Il y a une question qui s'adresse à Louis, mais qui peut concerner tout le monde. C'est justement en tant que directeur de la perf, qu'est-ce que tu fais pour accompagner tes entraîneurs justement et insuffler ta vision dans l'entraînement? Pour faire court, et comme ça je pense que ça va résumer un peu, pas résumer, mais synthétiser ce qu'a dit Wendy et puis à l'instant Philippe, c'est aujourd'hui moi je pars plutôt dans l'idée d'accompagner évidemment, et non pas parce qu'on ne fait pas à la place de l'athlète, mais on l'accompagne à faire. Donc partir de ce qu'il est et de ce qu'il a, d'abord, donc ça revient aussi aux points forts, beaucoup travailler les points forts, la singularité de l'athlète lui-même. Et aujourd'hui, je suis plutôt un directeur de perf à accompagner des entraîneurs qui sont jeunes, notamment dans le métier, et qui sont non pas dans quelque chose de descendant, on fait comme ci, fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je veux que tu fasses, etc. Mais plutôt donc de partir des athlètes, de ce qu'ils ont. Et je trouve que cette démarche, en tout cas, je vois la différence entre les olympiques ou les valides, où j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les paras. Et en fait, on parle bien de là où ils sont, de ce qu'ils ont, et notamment, et j'ai pas peur de dire, de ce qu'ils n'ont pas, et qu'on n'a pas l'habitude de faire avec ça. Et eux, ils se débrouillent très bien, la capacité d'adaptation, ils l'ont. Et si on part pas de ça, par exemple, on est totalement dans l'erreur, parce que nous, on réfléchit comme des valides, et avec des paras qui n'ont pas du tout les mêmes capacités que nous, je parle bien physique, qui sont ou amputés, ou cabossés, ils le disent eux-mêmes comme ça, et donc je trouve que c'est très bien. Mais en fait, cette démarche-là, elle est flagrante avec les paras, mais finalement, c'est pareil pour les valides. Donc partir de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont, pour après faire ou construire du mieux en mieux, et surtout, moi je dis, c'est 80% de travailler sur les points forts, et puis la partie, plutôt c'est la défaillance de chacun qui pèse le plus, qu'il faut aller un peu travailler pour qu'elle impacte le moins possible. Donc voilà. Oui. Et un point que je trouve important qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'erreur. En fait, l'erreur n'est rien durant la phase d'entraînement, elle n'est qu'un apprentissage pour aller plus loin. Moi, je me suis déjà retrouvé face à une athlète qui était plutôt très frustrée et qui systématiquement, quand elle faisait une erreur, redémarrait la boucle à zéro dès le départ. Et en fait, c'est de dire non, redémarre la boucle, modifie un petit peu ton placement, modifie quelque chose et tu vas sentir à un moment donné que ce qu'on te demande, ce que tu veux faire, ça va sortir. Et sur ces aspects-là, c'est de dire à l'athlète, c'est pas grave, au contraire, fais des erreurs parce que c'est comme ça que tu vas comprendre et que tu vas arriver à trouver la bonne solution. Et c'est là où on passe d'un sentiment de se rassurer quand on est jeune entraîneur, de vouloir être dans l'hyper-contrôle, à un moment donné, passer lors des séances d'entraînement à ce que moi j'appelle, c'est une discussion. En fait, on propose des exercices, les athlètes nous font un retour sur l'exercice, et en fait, on est en train de raconter une histoire au cours de l'entraînement qui fait qu'à la fin de l'entraînement, tout le monde ressort grandi de cet instant-là. Et c'est ça qui est important. Je voudrais, parce que là, les sports de combat, les sports d'opposition, les sports co, mais je vais revenir sur les sports, on va dire, un peu plus d'endurance, où l'entraînement, que ça soit en natation, à vélo, en course à pied, ou les sports de course à pied longue durée, ou de VTT, ou de cyclisme, où il y a un grand nombre de temps qu'on passe sur la machine à développer le physio, parce que c'est nécessaire, avec plus ou moins d'intensité, avec des plans plus ou moins alambiqués, plus ou moins bien préparés, programmés, etc. Comment ça se passe pour entretenir cette créativité, entretenir ce qu'on disait là, sur des sports longs, enfin, même si le format olympique, on dit, il est court, mais quand même, la natation, ça fait... Combien de kilomètres? 1,5 km, avec, on a vu les aléas, le vélo, 40 km. 40 km, 10 km à pied. Et pour préparer ça, on passe beaucoup de temps sur la machine, beaucoup de temps sur la piste. Voilà. Et comment on fait pour continuer à développer la créativité, développer la motivation, la confiance? Bon, je pense que... oui, en tout cas, c'est des questions. Déjà, on part en tout cas, quand on entraîne à très haut niveau, on part des besoins de l'athlète. Donc, la créativité dans les séances passe par les besoins de l'athlète, la situation dans laquelle on veut le mettre pour qu'il développe des habiletés
voilà, de nouvelles habiletés. Et puis, et ensuite, nous, il y a quand même une saison qui dure de mars à octobre. Donc en fait, toute cette période-là, c'est un peu les courses qui dynamisent l'entraînement. Et souvent, tout le dilemme, c'est être capable sur cette période-là de s'entraîner, mais pas trop, de comprendre que chaque compétition nécessite un engagement qui derrière va demander de la récupération. Et donc, à l'échelle d'une saison complète, déjà, il y a différents rythmes. Donc ça crée un peu un petit peu de diversité. Et ensuite, à l'intérieur des entraînements, sur la partie, comme on dit, hivernale, c'est-à-dire de novembre à mars, avril, on joue et avec les conditions météo et avec les conditions d'entraînement, un coup piscine, un coup en extérieur, un coup on est en piscine mais on enlève toutes les lignes d'eau. Enfin, en fait, il faut créer des conditions qui vont permettre de voir l'athlète faire ce qu'on aimerait qu'il fasse en course. Alors après, l'idée, c'est pas de le formater à faire quelque chose qui est prévu de A à Z, mais c'est provoquer chez lui cette capacité à s'adapter, à mettre en place des choses, à se découvrir, en fait, comme disait Wendy, à créer, à se révéler dans la pratique. Ok, bon, on me dit de remonter. Oui. Donc j'ai bien compris, mais donc ça veut dire que tu crées, comme le disait André, où lui carrément il ferme la porte, créer un peu de nouveauté, créer de l'incertitude, mais ou créer de la variabilité dans l'entraînement. Oui. Puisque tu retires les lignes d'eau, tu vas peut-être que tu vas aller t'entraîner au soleil, tu vas t'entraîner, chercher un peu c'est ça. Plus d'envie d'aller faire autre chose sur un autre endroit, même si c'est toujours le même contenu. Mais Oui, puis après, c'est créer aussi des stress au niveau de l'organisme, en allant en hypoxie, par exemple, s'entraîner en altitude. On a de plus en plus de courses à la chaleur, donc ça aussi, ça se prépare. Donc maintenant, il y a des thermorooms. Réaliser des séances dans ces conditions-là. Il y a pas mal de possibilités de mettre de la variété. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ok. Des questions ? Oui, il y a une question qui part de l'exemple du basket, mais que je pense qu'on peut élargir et André devrait pouvoir nous éclairer parce que pour le baseball, il y a des choses équivalentes. Une question sur le basket et en particulier sur la situation du lancer franc, donc une situation complètement fermée, donc les paramètres sont bloqués. Un lancer franc, c'est un lancer franc, quelle que soit la situation. Et donc, comment on fait pour performer quand on s'entraîne ? Parce que par contre, performer dans une situation en jeu, ça peut être très difficile pour un lancer franc. Alors, malheureusement, il n'est pas là, ou heureusement, mais bon. Jocelyn Trion, vous avez l'habitude de le voir sur d'autres lives, qui est entraîneur de volley, qui nous parle souvent aussi du service au volley, puisque c'est la seule habileté fermée qu'on peut travailler. Et il nous avait dit déjà lors du dernier live, on s'entraîne bien sûr au service pendant l'entraînement, et ils sont capables, les joueurs, d'avoir une régularité incroyable à faire tomber le ballon avec tant de vitesse à tel endroit. Et bien sûr, le jour de la compétition, poum, ça arrose de partout. Pourtant, c'est une habileté fermée. Pourtant, ils l'ont fait des milliers de fois et ça sort. Pareil que le jet franc ou bien sûr au pénalty, au foot, au pénalty au hand. Enfin, on retrouve ces habiletés fermées à un moment donné sur une activité ouverte. Peut penser que Mbappé va le mettre dans le cadre, et ben il le met à côté. Voilà, et ça arrive. Alors déjà, est-ce que sur le plan, qu'est-ce qui se passe sur le plan psychologique, puisque c'est pas l'impact technique. Enfin là, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestuelle, au niveau. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, les contraintes internes, voire externes, parce qu'il y a beaucoup de bruit, par exemple sur un lancer franc. Soit parce que c'est le lancer franc qui peut faire gagner ou perdre éventuellement. Mais après, il y a les contraintes internes. Et celles-là, elles sont pas. On peut les travailler un petit peu, mais elles ne sont pas toutes maîtrisables du tout. Et c'est bien la preuve qu'on peut faire. On peut passer de sa journée, 8 heures par jour à faire des lancers francs et louper celui qu'il ne faudra pas louper le moment venu. Parce que ces contraintes internes, encore une fois, on n'est pas des machines. Elles sont pas toutes anticipables. Même quand on fait la prépa mentale, même quand les sportifs viennent voir les psys pour essayer de faire en sorte d'être le plus tranquille, le plus relâché possible. Il
il peut toujours se passer quelque chose d'inattendu. Et c'est cet inattendu qu'il faut arriver à accueillir plutôt que de vouloir trop l'anticiper. Donc comment préparer ça ? Il y a évidemment de la répétition, d'abord de la maîtrise technique, puisque des fois il y a des gens, ils mettent tout sur le côté mental en disant si j'étais meilleur mentalement, je louperais moins. Mais peut-être des fois aussi, il y a des gens, ils ne maîtrisent pas totalement techniquement les choses. Et puis après, il y a aussi il y a des techniques de respiration et autres pour se poser, se calmer, essayer de faire le vide, enfin toutes ces choses-là, quoi. Il y a quand même des outils, parce qu'il ne faudrait pas dire que oui, c'est le hasard, etc. C'est jamais le hasard, non. C'est jamais le hasard. Non. Et effectivement, il y a la répétition, parce qu'il ne faudrait pas croire là, autour de notre discours, que la répétition, c'est mauvais. Comme tu le disais, ils vont viser la lucarne pendant X fois pour avoir un geste adapté à la lucarne. Pour que peut-être le jour J, quand ils voudront le mettre dans la lucarne, ils aillent visiter dans leur disque dur interne la possibilité d'aller le mettre dans la lucarne. Encore faut-il que tout s'aligne comme tu le dis. Mais ça veut dire qu'il y a une répétition pour le mettre dans la lucarne, pour le mettre dans l'autre côté, pour le mettre dans l'autre côté, pour le mettre de côté sur le plan gestuel. Absolument. Parce qu'il y a une mémoire du corps. Voilà. Le corps a une mémoire, et dans la répétition, on le voit bien quand on conduit. On peut faire plein de choses, voire même téléphoner comme le font plein de gens, même si c'est interdit. C'est pas bien. Et nos pieds, ils vont faire tout ce qu'il faut comme il faut, quoi. Mais même cette mémoire du corps, elle ne répond pas à tout. Il y a des situations d'inconnu qu'il nous faut accepter et qu'il faut accepter de ne pas tout maîtriser. Si on n'accepte pas ça, je pense qu'on va louper beaucoup de choses dans la compétition. Et sur cet aspect-là, moi, je m'étais retrouvé une fois avec une athlète dans une situation où je lui demandais de faire une action justement en contre-attaque. Donc contre-attaque, c'est quand l'adversaire donne un coup et il faut arriver à frapper en même temps que le coup arrive. Et elle n'arrivait pas à rentrer dans le bon timing et je lui dis à un moment donné, qu'est-ce que tu te dis ? Elle me dit, oui, mais je vais prendre le coup. Et elle me répétait systématiquement, je vais prendre le coup. Et à un moment donné, je la regarde, je lui dis, et si tu le prenais pas ? Et là, dans ce comportement-là, elle me dit, j'avais jamais pensé que éventuellement je pouvais pas le prendre. Et ce regard qui se met d'un seul coup à montrer un peu, c'est le jeu des deux boules où un côté bleu, un côté vert, et non elle est bleue, non elle est verte. Et on fait intervertir les deux personnes, on se dit, en fait l'autre il avait peut-être raison. Et c'est de se mettre dans une position de se dire, et si je réussissais ? Alors que très souvent on est dans une position, si je le rate, qu'est-ce qui se passe ? Mettez-vous de l'autre côté, si je le réussis, qu'est-ce qui se passe ? Et ça c'est quelque chose qui est important à faire comprendre aussi aux athlètes. Ouais, c'est ce que certains appellent le switch. Et donc ça, c'est une remarque importante. Mais je vais redonner la parole à André, parce que comme il est loin, on l'oublie. Excuse-nous André, on est entre nous là. Vas-y, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce qui a été dit ? Tout à fait. Puis je veux revenir encore une fois sur la confiance. Vous savez, la confiance est très contextuelle, comme vous venez de l'évoquer, mais pour moi, ce qui a été important à travers le temps, c'est comment on peut, comme entraîneur, développer un catalogue mental d'événements positifs sur lesquels on peut se rabattre lorsqu'on arrive dans une situation un petit peu plus chaude. Donc, je reviens un peu là-dessus. Et combien de fois j'ai pratiqué, j'appelle ça pratiquer à gagner. J'ai pratiqué les célébrations avec mes athlètes suite à un moment positif. Comment on peut travailler ces moments-là pour ressentir ces feelings-là, puis de vouloir les ressentir encore plus souvent parce que c'est des feelings qui sont excessivement forts. Et les athlètes en redemandaient, puis on avait beaucoup de plaisir à le faire. Même si nos adversaires pensaient qu'on était fous et folles, on avait beaucoup de plaisir à le faire, jusqu'à un point où, lorsque c'était tellement chaud lors d'un match de championnat du monde, j'avais des athlètes qui me disaient « ça va bien aller, on l'a pratiqué hier ». Et pour moi, c'est un signe qu'il n'y avait pas de tension, tout allait bien aller, et on avait créé ce catalogue-là d'événements positifs qui fait en sorte que, peu importe la situation, on se sent bien dedans, on l'a déjà vécu. C'est pas pareil, évidemment,
mais on a beaucoup moins de pression que quelqu'un qui l'avait peut-être déjà pas vécu. Donc, pour moi, ça, c'est important. Puis il y a aussi tout le côté présentation, d'ordre de présentation, qui est aussi important. On parlait du lancer franc au basket, mais jusqu'à quel point que le lancer franc au basket en situation d'entraînement a été pratiqué dans dans différents moments à l'entraînement où on simulait différents moments dans la séance d'entraînement du début au milieu ou à la fin. Souvent, je vois des entraîneurs de basket qui vont travailler les lancers francs seulement au début, seulement au milieu, seulement à la fin. Il faut le travailler à différents moments aussi. Donc, l'ordre de présentation devient important, de sorte que lorsqu'on sort du cadre de ce qu'on a connu comme présentation, on est capable de s'adapter aussi. Donc, on est très prédictif. Je ne sais pas si c'est un mot. Souvent, les coachs, on aime ça avoir notre pattern de présentation de ce qu'on fait au début d'une séance d'entraînement, au milieu, à la fin. Il faut mélanger les choses plus souvent, de sorte qu'on crée des situations où on favorise l'adaptabilité. Donc, je reviens encore une fois, puis pour moi, c'est un thème qui est important, la confiance, qu'on bâtit à travers différents moments où, encore une fois, qu'on vient bâtir notre catalogue d'événements positifs sur lesquels on peut se rabattre. Juste un point sur la confiance, parce que c'est au sein des Mémentos, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé là depuis 1 an, et vous trouverez sur notre site internet des vidéos qui vont développer tous les aspects de la confiance. Alors, pas que dans la dimension mentale, mais aussi dans la dimension mentale. Donc, on a de nombreuses vidéos qui évoquent ce facteur confiance. Lors de présentation, je voudrais que vous donniez, là, et vous avez commencé à en donner, et tu viens de le faire là, par exemple, pour le lancer franc, pas le faire tout le temps à la fin, où on voit au rugby ceux qui sont des préposés au coup de pied le font à l'avant ou après, mais bon, sûrement qu'ils le font les meilleurs pendant l'entraînement. Mais est-ce que vous avez des exemples de séances d'entraînement où vous travaillez cette adaptation, où vous travaillez l'inventivité, où vous travaillez la créativité? Vous en avez déjà donné, mais ce serait intéressant de revisiter ça. Bon, si après on passera aux questions. Est-ce que, voilà, comme vient de le faire notre ami québécois? Oui, juste un petit éclairage. Je vais prendre la parole. Alors moi, je ne suis pas entraîneur, donc je ne vais pas donner des situations, mais ça rejoint un petit peu quand même ton interrogation. Que ce soit pour le lancer franc, ou que ce soit comment on fait pour, c'est la question qui est posée de base, faut-il reproduire en compétition ce qu'on fait à l'entraînement? Stéphanie, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé quand tu parlais du rituel. Ritualiser des choses, on peut le voir comme un outil. Alors, ça part du sportif, hein, mais ritualiser, c'est répéter des gestes dans un ordre qui rassure l'athlète. L'extrême de tout ça, c'est le fétichisme. Hein, le fétichisme, c'est comme un espèce d'entre-deux qui permet de passer de l'entraînement à la compétition en se sentant rassuré, comme une tentative de dompter l'inconnu. Hein, j'ai le t-shirt qui gagne, je l'ai sur moi, donc il permet de dompter l'inconnu. Là où je veux en venir, c'est que, et ça peut peut-être aussi donner des pistes de réflexion pour les entraîneurs qui nous écoutent, hein, c'est que quand vous voyez un sportif qui ritualise quelque chose, je vois trop encore d'entraîneurs qui viennent disqualifier ou casser ça, pensant que le sportif s'enferme dans une pratique. Alors qu'en fait, c'est un outil pour moi, hein, pour arriver justement à bien se préparer en compétition, pour reproduire ce qui a été fait à l'entraînement. Hein, donc, si quelqu'un a un rituel, il faut le laisser dans son rituel, ça part de lui, et il n'y a même pas forcément besoin de le commenter. Là, on a bien saisi là, et ça rejoint les questions sur le lancer franc, on a vu des sportifs dans cette situation-là qui reproduisent des gestes bien précis. Et bien sûr que ça, il faut le conserver. Ça les met en situation de dynamique mentale qui vont les préparer à faire ce geste en essayant
de cacher tout ce qui se passe, l'environnement, etc. Ça les ressente, même si ça hurle. Et puis au basket ou dans les sports co, on entend bien ça. Donc merci Philippe pour cet éclairage. Rituel fétichiste, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez des exemples là bon, voilà. Comment maintenant, dans l'entraînement, ça se concrétise, tout ce qu'on vient de dire là? On a déjà abordé, mais est-ce qu'il y a des choses encore que vous voudriez préciser? Oui, Louis. Oui, pourquoi pas. Donc, je pense qu'en fait, on parle beaucoup de capacité d'adaptation et il n'est pas question, tu le disais tout à l'heure, il n'est pas question de se dire, puisqu'on ne sait pas où on va, on ira, on verra bien ce qui se passe. Évidemment, on laisse venir la situation et on verra bien comment on s'adapte. Il faut être capable de s'y adapter. Je pense qu'il y a quand même vraiment un temps de répétition en amont, de situations, de gestes techniques, évidemment, tu l'as dit aussi. Sans ça, on perd quand même un peu de maîtrise. Mais tout ça, ça n'assure absolument rien. Ça fait juste que se donner un peu de confiance ou beaucoup de confiance, parce qu'évidemment, il en faut quand même beaucoup. Mais moi, j'insiste sur quand même la confiance à donner à chaque athlète, à s'adapter et laisser venir quelque chose comme ça vient, et on va trouver la solution. Cette confiance à leur donner dans la préparation, et pas donner des solutions, mais plutôt des options dans lesquelles ils vont choisir, ils vont les adapter. Et ensuite, je pense que j'ai perdu ce que je voulais dire, mais la répétition d'un geste, par exemple, un geste pour un geste, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de beau geste, il n'y a pas le geste parfait. Ça voudrait dire que sinon, on devrait être tous pareils, et il suffit de regarder tous les compétiteurs sur dans le karaté. Il y a 10 catégories de poids, il n'y en a aucun qui gagne de la même manière, et pourtant ils font tous le même geste a priori, mais pas du tout. Donc je pense que ce qui est hyper important à l'entraînement, c'est de répéter et de changer de situation le plus souvent possible. Donc répéter en situation beaucoup, évidemment, et répéter et passer d'une situation à l'autre avec une aisance et une facilité. Je pense qu'on les entraîne beaucoup à ça. On a quand même gagné beaucoup de choses. On augmente en tout cas significativement leur chance de gagner ou de s'imposer après le jour des compétitions. Je prends un exemple pour essayer de sortir de dans les sports de combat, il y a beaucoup, en tout cas les arts martiaux, où il y a le geste parfait, etc., qui n'existe pas à mon sens. Tant pis si je froisse beaucoup de gens, mais il n'existe pas en lui-même. En revanche, si on prend le taekwondo, on a quand même la chance d'avoir des plastrons électroniques et des casques électroniques. Donc pour les paras, je vais parler, c'est uniquement au niveau du corps. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs corriger des gestes, alors que le geste, il a touché le plastron et il a été directement marqué le point en disant non, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça. Et c'est quand même, là, c'est très significatif du geste technique. S'il n'est pas bien fait, ça ne peut pas être validé, alors que le score ou le plastron électronique le valide lui-même, quoi. Donc ça, c'est quand même assez significatif. On s'en fout du geste et de la trajectoire. Il y a quand même des grands principes, plus ou moins. Un coup de poing direct, c'est une ligne droite, ça va quand même plus vite que si c'est circulaire. Pour autant, il y en a qui font un peu circulaire et qui touchent avant, qui touchent pour le coup, et que ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment... Je pense qu'après, il y a pas de... Il faut quand même se sortir du cadre prédéfini ou prédit, ce que disait André un petit peu, la prédiction en amont ou la prescription d'un geste en amont, ça me paraît quand même un peu dangereux en tant qu'entraîneur, quoi. Juste, ça évoque pour moi une situation que les anciens peuvent avoir connue, c'est la manière dont s'entraînait McEnroe. McEnroe, il ne s'entraînait pas, il jouait. Très peu de séquences d'entraînement, parce qu'il détestait reproduire à vide quelque chose. Et donc, la base de son entraînement, c'est de faire des matchs. Il faisait des doubles pour s'entraîner, mais en match. Il faisait des doubles en match, où il s'entraînait en match. Donc, il s'entraînait moins peut-être, mais quand il s'entraînait, c'était lors des matchs. Alors bon, je ne dis pas que c'est un modèle, il y en a très peu qui réussissent comme ça, mais ça veut bien dire que on peut y arriver de différentes manières, puisque à l'époque, c'était son adversaire Borg qui avait besoin, lui, de beaucoup de répétitions, et ils avaient le même niveau, ou Lendl. Ok. Tu voulais... Oui. L'autre élément qui avait été évoqué tout à l'heure, c'était la variation. Ce qui est important durant les phases d'entraînement, c'est d'aller justement toucher ces phases de variation d'entraînement qui sont, nous, par exemple, sur les phases de combat, où on a des coups tels que le revers, qui est un coup qui arrive, on va dire, dans le sens inverse que les coups habituels, apporte ce temps de surprise. Et c'est des coups qu'on ne s'attend pas du tout à voir arriver sur ces phases de combat. Et le fait qu'il arrive
à un moment donné, ça permet de surprendre l'adversaire. Et ce temps de surprise permet, on va dire à un moment donné, d'arrêter le temps pour pouvoir justement, l'adversaire se pose des questions de pourquoi c'est arrivé là et ce qui permet d'enchaîner derrière. Donc c'est là où dans l'entraînement, il faut aussi habituer les athlètes à aller vers cette variété de situations, mais aussi que lui, il se dise je tente ça. Et le fait qu'il tente surprend l'adversaire et des fois lui ouvre des portes qui permet justement de dire là je peux m'engager sur des choses. Et c'est ça où il faut aussi arriver à amener l'athlète, la confiance, la variété qui l'amène à créer des choses différentes. C'est la création dont André parlait, la créativité, l'autonomie et oser aussi à certains moments et à l'entraînement, les habituer à oser un peu, c'est ce que tu dis. Merci. Wendy, une question ? Oui, qui commence à nous éloigner un peu du sujet, mais bon, c'est la fin, alors on peut partir un peu sur les perspectives. Donc d'abord, c'est quelqu'un qui a joué avec André, qui pose la question, c'est un baseballeur. Quelles pourraient être les pistes de travail si un athlète avec lequel nous avons essayé des variations de stress, de situations sous pression, et que cet athlète-là n'arrive pas à bien être détendu dans les situations de match et donc fait beaucoup de contre-performances. On va laisser la parole un petit peu à André. Court, André. C'est toujours des questions difficiles à répondre parce que j'ai pas de contexte, évidemment, je connais pas la personne. Tantôt, on parlait de rituels, l'importance du rituel qui nous ramène vers nos habitudes, mais jusqu'à quel point, comme entraîneur, vous connaissez les rituels de vos athlètes? Ça, c'est une question que vous posez également. C'est bien de demander à nos athlètes d'avoir des rituels, mais si vous ne les connaissez pas, comment vous pouvez intervenir sur le rituel si vous voyez que certaines parties de leur rituel ne sont pas mis de l'avant en raison de plus grande pression, d'un contexte différent. Fait que pour moi, je demandais à mes athlètes, que ce soit un lanceur, une lanceuse, frappeur, frappeuse, je leur demandais d'écrire leur rituel. Et je voyais, dans certains cas, que lorsque la situation était un petit peu plus tendue puis qu'on sortait du rituel, bien, je pouvais peut-être les ramener avec une intervention vers le rituel aussi, puis ça avait toujours une incidence positive. On a parlé de respiration également. Vous savez, j'ai toujours dit à mes athlètes, la seule chose au monde qui existe dans le moment présent, c'est la respiration. Et lorsqu'on parle d'une performance sous pression à des grands jeux ou peu importe l'événement, bien, on est toujours dans le moment présent. Donc, le rappel de bien respirer, c'est toujours un rappel d'être dans le moment présent parce qu'on ne peut pas respirer il y a 5 minutes, hier, ni demain, ni dans une heure. Donc ça, pour moi, ça a toujours été des rappels. Mais pour revenir à la question, évidemment, il faudrait que j'en sache un peu plus pour me permettre de donner une réponse un petit peu plus précise. Merci pour la respiration. Par rapport à la question et puis aux outils, alors je reviens sur ma discipline initiale, qui est le canoë de slalom. Et il y a des réponses. Alors, on a parlé de préparation mentale. Nous, la visualisation, puisque c'est un sport à trajectoire, la visualisation est très importante. La répétition mentale est importante, puisqu'on connaît le parcours, mais on n'a pas le droit de l'utiliser avant la course. Et donc, il y a tout un travail mental de visualiser ce qu'on va faire, soit sur le plan visuel, soit sur le plan sensitif, soit sur le plan de sensation. Et donc, c'est aussi un moyen de se couper. Alors, par exemple, Tony, que je connais bien, que j'ai entraîné, lui, dans le start, il prévoyait ses 4 premiers appuis et c'était ça qui le mobilisait très peu avant le départ et ça lui permettait de trouver ce rituel pour se couper de l'enjeu, pour se couper de comment je vais placer mes premiers appuis, qu'est-ce que je veux ressentir sur mes premiers appuis. Et ça permet... Et ça, bien sûr qu'il le travaillait, on l'avait travaillé à l'entraînement, ce start qui est important. Et ça a permis ensuite de ritualiser ces 3 premiers coups de pagaie. Est-ce que vous avez d'autres, toujours dans le même sens, voilà, des petits outils ou des séquences d'entraînement? La question là, qui a été posée, là, dont nous parle Julie,
Ben, il faut aussi questionner ça. Les psys, on peut aider les gens à questionner quand quelqu'un, malgré tout le travail qui est fait d'accompagnement, il y a quelque chose qui coince et qui est cette contrainte interne là qu'il n'arrive pas à maîtriser. Mais il y a peut-être des choses là cachées au niveau inconscient auxquelles le sportif s'accroche. Et c'est bien de pouvoir mettre des mots dessus, aider le sportif à mettre des mots dessus, à donner du sens pour justement essayer de s'en décaler. Ok. Après, ce qui est important, je prends l'exemple en Savat-Box 116, quand j'avais fait l'analyse où on disait les athlètes ont tendance à aller moins s'engager sur les échanges, à raccourcir les échanges. En même temps, quand on fait l'analyse de l'activité pour savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, on se rend compte que les athlètes qui donnent le plus de coups, le plus fort, sont les athlètes qui sont les meilleurs en défense. Donc, des fois aussi, se poser en recul et se dire d'analyser avec un regard distancié l'activité pour mettre en lien, là, par exemple, une situation, plus tu es bon en défense, plus tu t'engages pour frapper. On est sur deux situations qui sont complètement différentes. Ce qui veut dire que plus on va lui permettre d'être bon en défense, plus on aura le résultat à chercher à frapper. Donc si on était avec un entraîneur qui s'entête à dire il ne frappe pas suffisamment, je vais aller travailler la situation pour qu'il s'engage, pour qu'il se place mieux, pour qu'il frappe mieux, si derrière on ne va pas résoudre la situation de lui se sent en sécurité dans cette phase de défense, en fait on aura beau tout optimiser d'un côté, on ne résout jamais cette situation-là. Et c'est là où, à un moment donné, il faut aussi prendre un peu le retrait et sur cette distance-là, à travers l'analyse de l'activité, qui permet des fois de mettre en relation des choses qu'on n'aurait pas pensé mettre en relation en direct. Et ça, c'est important. D'accord. J'ai bien compris de ne pas se focaliser trop vite, même parce que là, c'était 2 points forts, en fait, hein, Ouais. mais que sur un seul, et avoir du recul, et l'entraîneur doit avoir ce recul-là, ou l'athlète par lui-même. Tout à fait. Stéphanie, tu avais des choses à... Moi, par rapport aux séances où on crée un peu l'incertitude, nous, au-delà des conditions, ce qui crée l'incertitude, c'est l'adversaire, ce que va faire l'adversaire. Et moi, ce que je mettais en place, c'était sur la dernière partie de la compétition, qui est le 10 km en course à pied, c'était de mettre en place une séance de pré-fatigue. Et ensuite, moi, je montais sur le vélo et c'est moi qui donnais le rythme auquel l'athlète devait courir. C'est moi qui créais les variations de vitesse et du coup, l'athlète devait gérer ça, être en réaction ou pas. C'était une façon de créer l'incertitude et de demander à l'athlète de s'adapter. Mhm. Ok, Louis? Non, pas forcément. Non, pas forcément. André, des choses? Parce que là, on arrive à presque... voilà, si encore des questions, allez-y, hein, il n'y en a plus. André, pour terminer, peut-être pour terminer, Ouais. pour moi, c'est toute cette idée-là de on compétitionne, on joue comme on s'entraîne. C'est une belle opportunité de développer notre identité, autant comme athlète individuel que comme collectif, par différents énoncés qui vont venir nous définir comme groupe. Puis pour moi, ça a toujours été le genre de truc que j'aimais faire parce qu'en créant une identité autour de notre capacité à s'adapter en lien avec la réalité compétitive, bien, ça amène ce qu'on appelle en anglais un buy-in. Donc, on s'approprie ce concept-là un petit peu plus. Et ça devient non seulement un truc individuel, mais ça devient un truc collectif et sur lequel même nos compétiteurs peuvent nous définir également. Donc, ça devient perceptible par les compétiteurs également. Puis ça devient une force à travers le temps aussi. Ok, bon, il nous reste 1 minute. Si c'est bon, on a fait le tour, il n'y a plus de questions. Donc, en fait, pour une phrase de conclusion, vous avez bien compris que l'entraînement sert à quelque chose, la répétition sert à quelque chose, mais dans l'entraînement, dans le foncier, dans la répétition, il est intéressant de varier les situations, de permettre à la tête de développer des compétences d'adaptation, de créativité, de le préparer à la situation en créant, comme tu
tu le disais dernièrement sur le vélo pour simuler l'adversaire. Voilà, ne pas s'enfermer dans des schémas, ne pas s'enfermer dans des croyances, ne pas s'enfermer dans des choses qui rassurent, sachant que des fois c'est intéressant d'y aller, hein, sur le rituel est intéressant, mais il ne faut pas que ça devienne du fétichisme. Donc voilà, restez ouverts et j'espère que si au moins vous avez compris cette situation qu'on a essayé de vous expliquer, maladroitement, adroitement, eh bien, on vous donne rendez-vous au prochain live des Mémentos du Krebs qui se déroulera vraisemblablement au mois de mai. Sachez que si vous avez loupé une partie, vous pouvez retrouver le replay qui sera sur notre site internet. Et surtout, et on y tient, il y aura un questionnaire de satisfaction où vous pouvez nous donner vos idées, ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché, pour nous aider à construire. Pour le prochain live, c'est important pour nous, donc n'hésitez pas à remplir cette enquête de satisfaction. Ça nous permet de progresser. Merci à vous, merci aux intervenants, merci à la nation québécoise. André, merci beaucoup d'avoir passé 1h30 avec nous. C'était sympa d'entendre cet accent. Et puis, merci à vous tous et à vous toutes. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.